Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau débriefing. Alors oui, je sais, d'habitude j'ouvre avec des images de tout ça, mais exceptionnellement je vais m'en passer, tout simplement parce que ce Grand Prix du Portugal, j'ai pas vu en direct. Voilà, comme certains, j'ai dû regarder en léger différé du studio en enregistre, bref, en replay. Et donc du coup, ça sera un débrief de la course un petit peu plus court que d'habitude. Version simplifiée, voilà, je vais pas vous mentir, en fait il est lundi soir, il est presque 18h à ma montre, et j'enregistre que maintenant, voilà. Enfin bon, cette course, j'ai pu la voir, j'ai pu voir une page de l'histoire de la Formule 1 qui s'écrit, que j'allais dire se tourne, oui, elle se tourne, mais elle s'écrit également. Vous savez quoi, on commence maintenant, soyez les bienvenus dans le débrief de Formule 1 sur le Grand Prix du Portugal. Allez, moteur. Et donc des réactions, le Portugal que la Formule 1 n'a plus visité depuis 1996 et la victoire de Jacques Villeneuve et de Williams sur le circuit d'Estoril. 2020, on est à Portimao dans la région de l'Algarve, on est tout au sud du Portugal, sur un circuit qui développe un peu plus de 4,6 km pour le 73e circuit visité par la Formule 1 dans son histoire. Et ça, franchement, c'est un circuit qui plaît par sa situation géographique. C'est un circuit qui est très vallonné, où certains virages sont même en aveugle, que ce soit pour le 4, le 5 en descente, d'autres bien sûr, et aussi une piste glissante due au resurfaçage de la piste effectuée avant le Grand Prix. D'ailleurs, c'est un peu discutable, parce que je comprends pas vraiment pourquoi il faut refaire une piste à neuf pour la Formule 1. C'est un peu... ça peut gâcher la nature du circuit parce que l'asphalte, ok, il est tel qu'il est, on a le droit d'accepter son usure. On n'a pas besoin que la Formule 1 soit un billard. Mais apparemment, si, d'ailleurs, resurfacer la piste, ça sera aussi le cas du prochain Grand Prix à Imola. C'est également le cas de la Turquie à l'Istanbul Park. Ça, par contre, ça, on avait bien besoin. Par contre, Portimao, franchement, on aurait pu s'en passer. Et d'ailleurs, il y a autre chose qui est aussi regrettable sur ce circuit et qui est également discutable. Ce sont les limites de la piste. Vous avez pu voir, c'est un grand dégagement asphalté, quand on a l'habitude. Mais on a quand même la présence de gravier. Enfin, du gravier, plutôt des cailloux. C'est pas le gravier habituel. C'est vraiment de la grosse caillasse qui arrête les voitures. Vous voyez, en Allemagne, on a vu Grosjean qui s'était pris des cailloux dans sa main gauche, dans son doigt. Imaginez que ça aurait été pareil ce week-end au Portugal. Je pense que là, sa douleur, il aurait senti passer. Enfin bref, pour revenir un peu aux limites de la piste, c'est bien simple. La FIA avait dit, attention, vous dépassez tel endroit, tel virage, les limites, votre temps est annulé. Ils se sont retrouvés avec quoi, 125 annulations de chrono le vendredi. Ça a été énorme. Ça a été tellement énorme qu'ils se sont dit, on va un petit peu assouplir. On a vu beaucoup de pilotes se prendre des pénalités, d'abord des avertissements, puis des pénalités de temps pour des limites de piste abusifs. D'ailleurs, ça a été le cas pour Lance Stroll, ça a été le cas pour Romain Grosjean, qui a reçu 5 secondes de pénalité d'ailleurs. Ça n'a pas vraiment changé grand-chose à sa position. Mais voilà, c'est vrai que les limites ont été vraiment en pleine lumière pour ce week-end. Et c'est dommage que la configuration d'ailleurs du premier virage ne soit pas avec la chicane, parce que c'est un truc non seulement qui aurait pu être évité, non certains accrochages, et puis surtout ça aurait pu être mieux géré. Enfin bon, les limites de la piste, c'est autre chose qui est aussi discutable. Comme on dit, remettez du gravier, remettez du gazon, puis là tout le monde sera content. D'ailleurs, pour comparer, ce week-end on avait les 24 heures de Spa, la course d'endurance. Alors, les limites de la piste, vous respectez que le raidillon, le reste c'est open bar. Mais il fallait suivre la qualification. Tout le monde pouvait aller hors piste. Limite, il pouvait carrément se prendre le mur de pneus. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Enfin, on n'était pas loin, mais c'était presque open bar dans la course des 24 heures de Spa. Enfin bon, revenons un peu à la Formule 1. On va quand même parler de la qualification. Alors non, pas le générique, je vous l'ai dit, c'est une version un peu condensée du débriefing.
Bon, enfin, la qualification, elle s'est quand même fait attendre. Elle a été retardée de 30 minutes à cause d'une bouche d'égout qui s'est dessoudée sur la piste. Et, pour la petite histoire, vous ne croyez pas, j'étais en pleine soudure métallurgie quand je regardais les qualifications. Je soudais une barrière, problème de soudure au Portugal, ça fait un petit peu loin. Enfin bon, un début de qualification reporté, mais bon voilà, le résultat, il est quasi identique en devant du peloton avec, c'est bien simple, Lewis Hamilton et Mercedes en pole position à nouveau, la 97e pole pour le pilote britannique, devant à nouveau Valtteri Bottas et Max Verstappen. Derrière, on retrouve un surprenant Charles Leclerc, qualifié devant Sergio Perez sur la Racing Point devant Alex Albon pour la troisième ligne. Derrière, on retrouve les McLaren qui verrouillent la quatrième ligne devant Pierre Gasly. Derrière, Ricciardo sans chrono à cause d'une erreur fatale en Q2. Et à l'entendre, il lui a manqué une minute pour sortir. Et la suite de l'Hongrie avec Esteban Ocon 11e devant Lance Stroll revenu de son Covid. Kvyat et George Russell devant un Sébastien Vettel un peu décevant. Les Alfa Romeo, les Haas et Nicolas Latifi ferment le fond de grille. Et pour faire court sur certains pilotes, on va commencer par George Russell qui se félicite encore d'une belle performance en qualification. 14e et devant un quadruple champion du monde. C'est pas donné, hein. En plus, Russell qui est un peu dans la tourmente à cause des rumeurs sur sa place, comme quoi il serait remercié en fin d'année et que peut-être Sergio Perez, enfin, beaucoup de rumeurs dans les transferts pour 2021. Et en plus en course, il s'est aussi donné, mais enfin, qualification, le voir 14e avec sa petite Williams, très honnêtement, ça fait plaisir à voir, il se donne, et tant mieux pour lui. Ça fait plaisir à voir par rapport à Sébastien Vettel qui a tout lâché, qui n'a même pas eu la bonne stratégie pneu de la part de son équipe. C'est vraiment là-dessus, entre les deux, c'est très regrettable. C'est limite, c'est un petit peu le porte-nawak ultime entre les deux. Je sais qu'ils vont se séparer à la fin, mais bon, terminer leur relation comme ça, non, s'il vous plaît. Surtout Vettel, quoi. On reconnaît plus ce pilote-là. Enfin bon, on en parlera de Vettel de toute façon dans le débrief. Et aussi, il y a aussi, on va encore se faire taper dessus, mais oui, j'ai été un petit peu déçu des Renault. Par rapport à ce qu'ils ont fait ces dernières courses, ce podium qu'ils ont fait en Allemagne, un petit peu déçu pour la qualification. Enfin, ils étaient en baisse de performance tout le week-end, hein, ça on va en parler aussi. Mais voilà, qualification, une voiture éliminée en Q2, l'autre qui n'a pas pu rouler en Q3. Enfin bon, Ricardo, ça aussi on y reviendra. Un petit peu dommage de la part de l'équipe française. Et n'empêche, je parlais de Vettel tout à l'heure. Par contre, l'autre Ferrari, je ne sais pas ce qu'a fait Leclerc. Bon, c'est vrai que Ferrari travaille uniquement sur Leclerc, fait des évolutions que sur Leclerc. Mais voilà, franchement, de ce qu'il a fait Charles Leclerc avec sa charrette, être qualifié 4ème, mais vraiment, il est encore loin de faire quelque chose, mais là, ça fait plaisir de revoir une voiture rouge à ce niveau. C'est pas encore du podium et de la gagne à la régulière, mais ça fait quand même plaisir à voir. C'est pas encore ça, mais les tifosi, vous pouvez peut-être se croire à un retour de Ferrari. Vous pouvez y croire, voilà. Bon, après, on a eu qui? Bon, on a eu Lance Stroll un peu loin. Bon, il revenait de son Covid et apparemment de sa gastroentérite. Enfin, il a eu un bon mélange très sympa. D'ailleurs, en Racing Point, ils n'ont pas été vernis aussi du Covid, hein, parce que, bon, entre Perez, c'était en Angleterre pour Silverstone. Bon, il y a eu aussi, donc on a eu Lance Stroll en Allemagne. On a eu son père, Lawrence Stroll aussi, qui a été touché par le Covid. Ah dis donc, les gestes barrières chez Racing Point, on ne connaît pas, apparemment. Enfin bon, ça, vous voyez, c'est un détail, on y reviendra peut-être pas. Hein. On va même passer à la course. Hein. Une course un peu moyenne, mais quand même. Je ne vais pas vous mentir, quand vous voyez le replay et que vous voyez ce départ, mais franchement, enfin ce départ, même ces premiers tours, ça aurait été incroyable.
Parce que voilà, les Mercedes ont mis du temps à être directement dans leur fenêtre de performance à cause de leur... bon, déjà leur pneu médium, bon, ils ont pris cette stratégie-là, ok, c'était voulu de leur part. Mais les températures basses des pneus médiums à chauffer malgré le système DAS pour chauffer rapidement, une petite pluie qui est venue, les Mercedes ont galéré et ça n'a pas été les seuls, ça a beaucoup bloqué les roues dans ce premier tour. C'était très compliqué et ceux qui ont réussi à sortir leur épingle du jeu, c'est les pilotes qui étaient en pneus soft. Pas tous, mais il y en a deux qui ont bien réussi. On va commencer d'ailleurs par Carlos Sainz qui nous a fait un départ de course. Mais vraiment, génial ce qu'il nous a fait l'Espagnol. Génial. Il part de la quatrième ligne. Il profite un peu que tout le monde galère à chauffer ses pneus. Il profite aussi que Verstappen se touche avec Perez. Ça aussi. Il voit les Mercedes en difficulté. Il passe Hamilton. Il arrive à passer Bottas. Il prend la tête de la course. Que demander de mieux? Même si ça n'aura pas duré longtemps, ça aussi je vais revenir après. Mais ce qu'a fait Carlos Sainz, ça a été génial. Franchement, ça met la banane quand tu vois ce qui va se passer ensuite. Parce que c'était pas prévu quoi, de voir une McLaren surgir d'ici. Et même Lando Norris aurait pu en profiter un petit peu moins. Mais franchement, génial ce que nous a fait l'Espagnol. Et c'est vraiment de bon augure. Et puis, il y en a un autre aussi qu'il faut dire. Hein. Bah, comme dirait Damien, quand tu mets l'intelligence artificielle à 50 sur fin 2020, tu gagnes 10 places d'un coup. Parce que là, ce que nous a fait Kimi Räikkönen, il nous a vraiment gagné les 10 places dans ce premier tour. Le Finlandais qualifié 16e avec son Alfa Romeo qui est un peu aux fraises. Pour un pilote de 41 ans qui arrive à profiter du chaos de ce premier tour, enfin, chaos, c'est que j'ai exagéré un peu dans le propos, mais qui a réussi à tirer profit, c'était génial. On appelle ça de la performance pure, c'est tout. Dans les premiers virages, ça a été un peu compliqué d'ailleurs. Il y a la vidéo de sa remontée sur internet, je vous invite à aller voir si c'est pas encore fait, mais c'était génial de la part du Finlandais, c'était vraiment à suivre. Et ça, c'est une très belle performance, même si les résultats, malheureusement, ils terminent hors des points. C'était génial de sa part. Enfin, ça a été même génial de la part de ceux qui étaient vraiment en pneus soft. Malheureusement, ça n'a pas duré parce que les softs ont perdu très vite en performance. Mais n'empêche, Kimi Räikkönen, il a quand même encore des bons restes, hein, à 41 ans, je le répète. Non, c'est quand même génial. Après, bon, je sais pas de ce qu'il fera de l'avenir plus tard, mais ce qu'il a fait, c'était génial. Puis bon, comme je vous le disais, avec ses pneus soft, il a un peu baissé en performance, mais ça a été moins flagrant par rapport à Carlos Sainz qui a dû vraiment taper très fort dans ses pneus qui, au bout de 3-4 tours, ben voilà, il perd la performance. Tout le monde est revenu sur lui. Et puis ben voilà, on a repris un cours normal du Grand Prix. Mais n'empêche, ça a été Carlos Sainz et Kimi Räikkönen, ça a été c'est vraiment mes bons points dans ce début de course, ça a été génial. D'ailleurs, on va encore rester avec les deux parce que comment vous dire, à un moment de la course, peut-être après la mi-course, de mémoire, hein, la course, j'étais pas vraiment dedans en replay, hein, donc Räikkönen et Sainz, ils sont quand même livrés une belle bataille du premier virage jusqu'au 8e. Ça fait quoi? Ça fait presque la moitié de la piste. De tous ces virages-là, ils sont livrés une bataille, un coup toi, un coup moi, pour savoir qui allait prendre l'avantage sur l'autre. C'était magnifique, c'était très propre, pas de contact. Ils avaient carrément de la place parce qu'en plus, la piste à Portimao, elle est très large. Ils sont respectés mutuellement, ça a été génial. D'ailleurs, tout comme Sergio Pérez et Esteban Ocon, pareil, même duel pour savoir qui allait être devant. Du premier au 8e virage, ça a été propre. Franchement, c'était très beau à voir.
Pas comme Lance Stroll et Lando Norris. Bon, je sais pas ce qu'a voulu nous faire le Canadien, qui a tenté une attaque au dernier moment sur la McLaren. Mais Stroll est carrément allé tout à l'extérieur des premiers virages sur le vibreur et il a refermé. Il a carrément refermé la porte sur Norris. Bon, bah ça s'est mal fini entre les deux, hein, ils se sont accrochés, puis voilà. Puis ça a été totalement pourri, franchement, de la part de Stroll. Enfin, après Stroll, il n'est pas coupable quand même dans l'histoire, mais franchement, ça a été pourri de la part de Stroll d'avoir tenté in extremis de passer. Honnêtement, ça peut être beau, mais pas comme ça. Et de plus, Stroll, si vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé pendant les essais, il nous a fait un peu la même avec Verstappen le vendredi après-midi. Hein. Les deux s'attaquent, Stroll referme sur Verstappen, les deux se sont accrochés. Même situation. Et là, pour le Grand Prix, ça a été pareil avec Norris. Il a refermé, Stroll attaque directement sur l'extérieur, monte sur le vibreur, il referme sur Norris, les deux se touchent. Mais, comme je dis, Stroll, je vais pas l'accuser à 100% parce que Norris aussi, il y a un petit peu de sa part. Ça fait plusieurs années que l'on voit que certains pilotes font des petits mouvements ou des très gros mouvements. On va y revenir aussi sur la zone de freinage quand ils se sentent qu'ils vont se faire dépasser. Ils font des petits mouvements au dernier moment qui peuvent très mal finir. Pareil, Norris nous a fait la même. Ça se fait pas. Il y a un moment, il faut accepter de se faire doubler. Mais, quand même, oui, il ne faut pas laisser faciliter la chose à l'adversaire. Mais bon, ce mouvement, c'est très dangereux. Hein, c'est pas normal que l'on voit ce genre de mouvement. C'est pas normal. On apprend ça dans les catégories. Enfin, on apprend ça. C'est les plus jeunes qui apprennent ça des anciens quand ils regardent les Grands Prix. Ils disent, tiens, je vais faire pareil. Non, ça se fait pas. Parce que ce petit mouvement, ça aurait pu mal finir. Et, d'ailleurs, on va y rester avec ce mouvement, ce premier virage. La défense très sale de Sergio Pérez sur Pierre Gasly. Là, par contre, on peut voir que c'est vraiment inadmissible comme mouvement. Parce que Gasly, il est derrière. Il est derrière Pérez. Il commence à dépasser. Que fait Pérez au dernier moment? Il se remet devant. Et pareil, les deux rechangent de trajectoire. Mais par contre, Pérez, non seulement c'est plus flagrant, c'est plus sale comme défense. Et il s'en sort avec un simple avertissement. D'ailleurs, Gasly et Pérez, ils se sont pas lâchés sur les avertissements parce que, pareil, le samedi en qualification, le Mexicain a gêné le Français dans son AlphaTauri. Mais là, pour revenir à ce qu'a fait Pérez, c'était, je dis ça, c'était carrément dégueulasse. Parce que là, franchement, ça aurait pu vraiment mal se finir. Si vous voulez qu'une voiture décolle, il n'y a qu'à demander, hein. Non, ce qui s'est passé dans ces deux situations, hein, même trois si on rajoute celle du vendredi, c'est qu'il y a des pilotes qui n'apprennent pas des faits de course. D'ailleurs, Norris l'a dit, Stroll, il n'apprend pas de ce qui s'est passé, mais Pérez, ça a été pareil. Hein, je sais aussi que Pérez est dans une situation pas terrible, mais non, là, ce qu'il a fait sur Gasly, c'est inadmissible. Comme je dis, ça aurait pu mal se finir. Je sais pas à quel moment il faut que une rame, que la FIA avec la Formule 1 disent arrêtez vos conneries. Parce que je sais pas, ils veulent un grave accident, je sais pas moi. Limite qu'il y a un gars qui malheureusement, non, tant que la Formule 1 et la FIA ne dit pas quelque chose, tout le monde va continuer. Hein. Tout le monde continuera à faire son petit décalage ou son gros décalage. Un de ces quatre, ça va très mal finir. Et puis voilà quoi.
Enfin bon, ça c'est un autre débat. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires de ce que vous en pensez de ce qui s'est passé entre Stroll et Norris, entre Gasly et Perez. Enfin, non, c'est un peu dommage de voir ces genres de mouvements un peu dégueulasses. Enfin bon, dans l'ensemble, la course n'a pas été, hormis tout ça, la course a été un peu moyenne et les résultats du Grand Prix, eh ben on va retrouver un tiercé habituel. D'ailleurs, eux, on les a carrément zappés, mais voilà, victoire de Lewis Hamilton, vainqueur pour la 92e fois en Formule 1 devant Valtteri Bottas et Max Verstappen. Toujours le même tiercé gagnant le 44, le 77 et le 33. Quatrième, c'est Charles Leclerc avec sa Ferrari devant un étonnant Pierre Gasly qui a aussi fait une excellente course devant Carlos Sainz 6ème et devant Sergio Perez. On va revenir aussi devant les deux Renault de Ocon et de Ricciardo. Et Sébastien Vettel ferme le top 10. Course moyenne que je vous disais, donc c'est hormis toutes ces actions, tout ça. Mais n'empêche, le circuit était quand même beau à voir. C'est à voir par la suite si on retournera à Portimao, peut-être pas en 2021 parce que apparemment ils veulent vraiment faire un calendrier normal. Enfin bon, on verra par la suite, mais en tout cas Portimao, limite on peut changer un petit peu la configuration, je dirais pas non. Allez, on va faire un bilan des équipes et on va commencer par ceux qui ont encore dominé ce week-end. On va commencer par Mercedes. Bon, bah, encore rien à dire dessus. Valtteri Bottas domine le vendredi. D'ailleurs, de ce côté-là, il commence à décevoir aussi. Mais comme ça. Donc, Valtteri Bottas qui domine le vendredi. Il laisse la pole et la victoire à Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui est maintenant au plus haut de la Formule 1. Ça y est, voilà. C'est lui qui a le record de victoires. 92 victoires. Il commence à réécrire l'histoire de la Formule 1. Et pour vous dire que c'est impressionnant, parce que oui, bon, voilà, on sait, Hamilton, Mercedes, il gagne tout le temps, mais sur la carrière d'Hamilton, un peu plus d'un Grand Prix sur deux, c'est une victoire. Ça doit représenter 52-53% d'un Grand Prix d'Hamilton. Dans les statistiques, si vous êtes un peu amoureux des statistiques, voilà, ça représente un peu plus de 50% de Grand Prix de la carrière d'Hamilton où c'est une victoire. Voilà, c'est un Grand Prix sur deux, c'est Hamilton qui gagne. C'est tout simplement exceptionnel. Voilà, c'est ce que fait Hamilton, ce bourreau de travail qui est maintenant au plus haut, qui est vraiment au plus haut. Et imaginez, course après course, à chaque fois qu'il va gagner. Mais c'est un record qui va être établi sur une longueur. C'est incroyable de ce que fait Hamilton avec Mercedes. Comme je dis, il réécrit l'histoire. Course après course, il va réécrire l'histoire. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus, quoi? Bravo champion! Vous imaginez, là, il s'en va vers un 7ème titre qui pourrait peut-être décrocher au moment des Grands Prix de Bahreïn. Ou peut-être Turquie, mais bon, ça dépendra. Mais regardez ce qui se passe quand même. Entre ce que fait Mercedes, des bourreaux de travail qui cherchent toujours l'excellence, qui apprennent leurs erreurs. Et ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des courses, il y a pas longtemps, on a vu des erreurs bêtes et stupides de la part d'Hamilton et de Mercedes. Mais de ça, ils disent, ok, on a fait cette erreur, la prochaine fois, on fera mieux. Et c'est ce qu'ils font toujours. Parce que quand ils disent j'ai des problèmes avec des pneus, j'ai des problèmes avec la voiture, mais c'est peut-être vrai, donc ils disent oh non, c'est pour. C'est du chantage, tout ça, c'est pour faire croire que. Mais c'est peut-être vrai qu'en fait, c'est compliqué pour Hamilton, c'est compliqué pour Mercedes. On ne sait pas, on n'est pas avec eux. C'est peut-être vrai, hein, c'est juste impressionnant de la part de. Puis, bien, quand je dis Mercedes, bien sûr, il y a Toto Wolff. Il y a. Et honnêtement, je ne sais même plus à qui chez Mercedes, mais enfin, voilà, toute l'équipe Mercedes. Les ingénieurs, les patrons, les mécanos, mais vous voyez tout ça ensemble. Les bonnes personnes à la bonne place pour regarder ce qui se passe. Voilà. C'est un peu comme Ferrari et Schumacher. Il y avait les bonnes personnes au bon moment à la bonne place
Bah c'est pareil, voilà. Il y a, il y a la coordination d'équipe idéale. Franchement, ça c'est un cas d'école de ce qui se passe chez eux, c'est ce qu'il faut se dire. Et de ce qu'ils font, bah, y a qu'à applaudir, hein. C'est ce qu'il faut se dire. Parce que, honnêtement, en reprenant de ce que disent les confrères de roue libre, c'est c'est Hamilton et Mercedes se gagnent, c'est de la faute d'un concurrence qui travaille pas. Voilà, c'est ce qui est vrai de la concurrence. Elle est nulle part. Elle n'arrive même pas à arrêter Mercedes. Bon, ça après, c'est un autre débat, mais c'est ce qui, c'est ce qu'il faut se dire. Et, ce que fait Hamilton, bah, c'est pas prêt de s'arrêter. Il faudra vivre avec ça, voilà. Il faudra vivre avec ça. Après, je pense que course après course, peut-être que la concurrence pourra revenir. Donc, bon, oui, n'oubliez pas que depuis le Grand Prix d'Italie, on n'a plus le mode moteur. Donc, mais n'empêche, là, ce que fait Hamilton, c'est pas prêt de s'arrêter. Ça, par contre, il y a un certain. Enfin, il y a des haters qui vont dire ah, Hamilton, c'est trop facile, trop facile. Non, non, non. C'est pas trop facile. C'est un beau travail. Il fait ce qu'il doit faire. Et s'il n'est pas devant, bah c'est la faute des autres. S'il est que devant, c'est la faute des autres. Voilà. Et d'ailleurs, monsieur qui a le plan pour arrêter Hamilton, oui, Valtteri Bottas, il a un petit peu galéré avec ses pneus ce week-end, je trouve. Ah, je sais pas vous, mais il a eu du mal à les faire travailler. Bon, un peu comme d'autres. Hein. C'est vrai que les températures n'ont pas aidé, mais il n'a pas été dans une bonne phase pendant la course. Et par contre, si Valtteri Bottas est l'homme des essais, c'est parce que les résultats, c'est la course, c'est dimanche que ça se passe. Hein. Parce que c'est bien beau de dominer tous les vendredis et le samedi matin. C'est très bien. Il faudra faire quelque chose, Valtteri. Après, il a quand même pris l'avantage sur Hamilton dans les premiers tours parce que, comme je vous l'ai dit, ils ont galéré. Mais il est encore en dessous, Bottas. C'est pas encore ça. C'est alors oui, on critique, c'est facile tout ça, mais il est encore en dessous, Bottas. Il va falloir faire un peu quelque chose de son côté. Hein. Il va falloir faire quelque chose. Ça, c'était pour Mercedes. On passe à Red Bull avec Verstappen à de nouveau troisième. C'est très bien. Mais bon, ça a dû être encore une course d'attente pour lui. Malgré d'ailleurs l'accrochage qu'il a eu au premier tour avec Perez. Hein. D'ailleurs, Verstappen a dit ouais, Perez, il s'est sorti tout seul, m'a jamais accroché, tout ça. Si vous êtes touchés, messieurs. Mais bon, voilà. Ça a été une course un peu d'attente pour Verstappen. Si on doit comparer d'ailleurs avec son coéquipier Alex Albon, qui depuis le Nürburgring, il commence à décevoir. Voilà, c'est en train de descendre pour le pilote thaïlandais et très honnêtement, ça va. Enfin, il a été un peu loin en course. Je ne dis pas les essais, qualifications. Bon, je sais, il y a encore cet écart qu'il y a entre lui et Verstappen, d'accord. Par contre, en course. J'ai pas vraiment regardé dans le détail sa stratégie, mais je me demande si, pas comme la dernière fois, on le faisait bosser, on lui mettait des pneus pour dire tiens, on va voir ce que fait Albon et peut-être faire après avec Verstappen. Il y a peut-être ça, attention, parce que chez Red Bull, ils nous en fument très facilement. Et d'ailleurs, on va pas se mentir, hein, Albon, oui, il est un peu dans une pente ascendante, hein, ça commence à baisser en performance. C'est vraiment dommage pour lui. Et quand on entend les discours, bah ça va pas aider non plus. Donc vous voyez, non, je pense qu'Albon, il a besoin un peu de revenir au plus haut. Enfin, c'est pas revenir, c'est de se rapprocher des Verstappen, ça serait génial. Mais bon, dans les médias, c'est pas encore ça. Ça sera à voir par la suite et oui, j'espère qu'il va quand même en revenir. Mais voilà, ce week-end, les essais, la qualif, ça allait, mais la course, malheureusement, c'est passé un peu à côté. Et en plus, il termine 12e alors. On passe aller à McLaren, mais vraiment, allez, McLaren, ils ont fait une belle course. Mais franchement, ce départ de Sainz, je vous l'ai dit, oh, ce résultat, c'est pas cher payé parce que terminer 6e quand on mène la course, ça fait du mal au moral. Franchement,
Il aurait pu avoir mieux, Sens. Si ses pneus avaient pas perdu la performance très rapidement au début de la course, il aurait pu être... bon, allez, quoi, 4ème, 5ème. Mais ça aurait été génial qu'il dure encore, allez, au moins une dizaine, une quinzaine de tours en tête de course, ça aurait été génial. Même avec les Mercedes derrière, ça aurait été franchement génial. Ça fait un petit peu de bien moral, mais sur la longue, c'est... Mais quand même, revoir les McLaren devant, sur une bonne stratégie, n'empêche, c'est une bonne chose. Imaginez l'année prochaine avec un moteur Mercedes, ça sera aussi à surveiller. Et puis, il y a Lando Norris, malheureusement, pris dans l'accrochage avec Lance Stroll. Franchement, Norris, il méritait mieux. C'est ce qu'il faut se dire, et il méritait mieux. Bon, il a été très bien, Norris, sur la course. Nickel, il a fait le boulot, mais malheureusement, cet accrochage, comme je vous ai dit, il a un peu descendu. Et d'ailleurs, on va le voir après au classement, vous verrez que la bataille de la 3ème place, ça se resserre, et très honnêtement, si Norris aurait été dans les points, je peux vous dire que McLaren aurait pris un avantage. D'ailleurs, on va voir ça après dans les classements. Et pour rester sur cette bataille de la 3ème place, on passe à Racing Point avec, on va commencer par Sergio Perez, qui a été vraiment le pilote du moment. Il s'accroche à Verstappen, mais il remonte d'une force pour terminer 7ème. En plus, il tenait une 5ème place qui était très solide avant de perdre en performance aussi. Mais n'empêche, sa défense dégueulasse sur Gasly, non. Je vous ai donné mon avis. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, il a fait une très bonne course. Sa défense de Gasly, c'est son seul point noir dans le bilan parce que il était très bien, Perez, dans la course. Il était très bien. Il a réussi à faire une très grosse remontée. Et on le dit, on le répète, c'est dommage qu'il se fasse virer par Racing Point en fin de saison. C'est vraiment dommage. Et puis, ils ont coéquipier Lance Stroll qui n'est pas remis à 100% de son Covid. Et puis, pas remis du tout de son cerveau. C'est vrai que son accrochage avec Norris, il a été nulle part. Mais vraiment, il a été nul, Norris. Il a été nul, le Stroll, là-dessus. Vraiment ridicule. Parce qu'en plus, Racing Point perd bêtement des points au championnat. On va le voir après aussi. Et pour finir un peu sur cette lutte de la 3ème place, on va finir avec Renault qui sauve les meubles. Ricciardo a quand même fait une force tranquille, mais sans plus. Et puis d'ailleurs, je peux vous dire qu'il doit bien regretter sa connerie en Q2 d'être parti dans le bac à gravier et abîmer son aileron arrière. Mais n'empêche, il a quand même fait une course d'attente, il a ramené quelques points, mais c'est, comme je vous dis, une force tranquille, mais sans forcer. Tout comme Esteban Ocon d'ailleurs, qui termine devant Ricciardo, c'est rare à le souligner. Il retrouve un peu de couleur, le Normand, c'est très bien, mais par contre, sa stratégie, mais ça a été long, le long relais qu'il a fait, un peu ridicule de la part de Renault là. D'ailleurs, je sais pas c'est quoi ces idées de faire des longs relais et tout, c'est limite ridicule, je sais pas, essayer de tenter des stratégies à des arrêts. Pour certains ça marche, pourquoi pas oser, on ne sait pas. Avec un peu de chance, on peut monter plus haut en point. D'ailleurs, pour revenir encore à cette lutte de la 3ème place, vous allez voir vraiment que ça se resserre. Et franchement, là, Renault, par rapport aux courses qu'on a vues récemment, c'est un petit peu une exception. Et j'espère que ce ne sera pas pareil à Imola. En plus, Imola, ça va être un circuit qui va être très rapide, donc ça va être un circuit moteur. Ça va être à suivre. Et j'espère que là, Renault, ils vont être vraiment dans le coup. Enfin, je l'espère. On passe à Ferrari. Alors, je vais d'abord m'attaquer à Charles Leclerc parce qu'il a été archi performant du week-end parce que il a été très bon en essai. Il arrive à être 4ème avec sa charrette et pareil, il termine 4ème en course. C'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a des évolutions sur la voiture qui vont dans le bon sens, même si c'est pas encore ça.
c'est une très bonne nouvelle. Ferrari essaie de retrouver des couleurs. Et avec Leclerc qui on sait sera avec eux sur le long terme, c'est une bonne chose. Par contre, du côté de Vettel, c'est pas un manche Vettel. Il faut être honnête. C'est pas un gars qui a perdu en performance comme ça du jour au lendemain. C'est pas possible. Il est complètement lâché par son équipe. Il est complètement lâché. Il est carrément démotivé. Comme jamais, hein. On sait qu'on a vu sur certaines courses, il fait des stratégies lui-même. Quand il casse sa voiture, bon, il ramasse ses morceaux lui-même. Bon, ça, c'est normal. Ça, c'est un très bon réflexe que certains pilotes pourraient avoir. Mais, si vous voulez, Vettel, il veut vraiment finir le boulot avec Ferrari. Mais Ferrari, on n'a plus rien à... Voilà. Et ça le démotive. Quand, en 2014, il était chez Ferrari, qu'il était dominé par Ricciardo, j'ai pas souvenir que Vettel était aussi démotivé comme ça. Il était encore dans le coup, il arrivait à faire des bonnes courses, mais il n'avait pas le moral plombé, quoi. Je comprends pas ce qui se passe avec Vettel et Ferrari. Ferrari, on n'a plus rien à faire de Vettel. D'ailleurs, j'ai pas tout lu les commentaires de Matteo Binotto, mais apparemment, il a des commentaires assassins sur Vettel. Non, franchement, vivement la fin de saison que Vettel aille respirer ailleurs. Enfin, en espérant que ça soit vraiment ça. Mais bon, dans l'ensemble, Ferrari, ils n'ont plus qu'un pilote. Et c'est vraiment dommage. Parce que c'est... Bon, Ferrari. On passe à l'autre équipe italienne, AlphaTauri, avec un Pierre Gasly. Mais alors, en grande forme, une grosse course. Il pète le feu. Je dis ça parce que... D'ailleurs, je vais reprendre une phrase de Grégory Orno. Un Pierre à feu, voilà. Bon, c'est vrai que Pierre Gasly a vu sa voiture brûler le vendredi après-midi. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que il a pu garder son châssis, il a pu garder le moteur. Ce qui a été très étonnant parce que la voiture, c'était un vrai brasier. Mais franchement, oui, Gasly, il a été très performant. Il y a peut-être que le samedi, où c'était pas ça. Mais encore une grosse course de la part de Pierre Gasly. D'ailleurs, qui a été confirmé chez AlphaTauri pour l'année prochaine. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et franchement, que demander de mieux des Français. Il a encore fait le boulot. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour lui. Contrairement à Daniel Kvyat. Voilà. On passe à l'autre Alfa Romeo, avec un Raikkonen qui est encore en verve malgré ses 41 ans et qui malheureusement n'a pas pu confirmer en résultat. Mais n'empêche, il a quand même démontré que l'Alfa Romeo en a quand même encore sur le capot. C'est une voiture malheureusement qui est aux fraises, mais ça a été génial de la part du Finlandais à montrer encore qu'on peut encore compter sur lui. Voilà. Puis il y a aussi Antonio Giovinazzi, qui malheureusement n'a pas pu profiter de la performance. Tout ça, c'est un peu décevant pour lui. C'est un peu regrettable, mais bon, voilà, on verra ce que ça va donner. Bon, voilà, Giovinazzi, un peu abonné absent également, comme d'autres. On va passer à As, où on a appris ce week-end, bien sûr, que Romain Grosjean et Kimi Magnussen allaient quitter l'équipe en fin d'année. Voilà, c'est leur dernier Grand Prix. C'est bien simple, Romain Grosjean n'a pas aimé la voiture du week-end, hein. Donc c'est bien simple, le résultat, malheureusement, il est à l'ouest. Et Magnussen aussi, on l'a pas vu du week-end. Vraiment dommage pour les As. D'ailleurs, j'ai pu voir un commentaire disant que il faudrait que les pilotes sortent As du coma, sachant que c'est des pilotes qui vont partir à la fin de l'année de l'équipe. Il y a une bonne ambiance schizophrène chez As, c'est très sympa. C'est très sympa. Et puis on va finir par Williams. Alors Williams avec George Russell qui fait encore une bonne qualification, qui termine 14e, qui en est très content et qui malheureusement en course, mais par pitié, donnez au moins un point à George Russell, il le mérite, merde. Il fait des courses excellentes, il essaie de montrer qu'il peut être là dans l'équipe. Faites quelque chose pour lui, s'il vous plaît. Donnez un petit point, rien qu'un petit point, rien du tout.
Ah là là, puis ça va être long pour Russell et qui va rester en 2021 chez Williams. Bah oui, il faut. C'est-à-dire qu'il y a les rumeurs qui tournent autour de lui, ça va montrer qu'il est performant. Avec une voiture qui chasse du train arrière, il fait quand même des bonnes courses. Et puis malheureusement, il n'est pas valorisé par le résultat. C'est vraiment dommage. Contrairement à Nicolas Latifi qui, paraît, comme d'autres, bah, un petit peu abonné absent également. Ce qui est dommage. Donc voilà. Voilà, ça c'était pour le bilan des équipes. Pour le bilan des équipes. Bah, on va passer au classement. Surtout, regardez bien, n'hésitez pas à faire pause pour voir dans le détail ce que ce soit entre le classement pilote et le classement constructeur. Et à regarder, et allez, rien que pour vous, un petit générique, c'est parti. Le classement des pilotes, Lewis Hamilton s'envole avec 256 points en compteur. Valtteri Bottas en compte 179. Max Verstappen toujours 3ème avec 162 points. Daniel Ricciardo 4ème point avantage sur les autres pilotes face à Charles Leclerc qui en compte 75. Sergio Perez 74. C'est serré également entre Lando Norris, Alex Albon et Pierre Gasly séparés chacun d'un seul point. Carlos Sainz se ferme le top 10 avec ses 59 points. En deuxième partie, Lance Stroll compte 57 points devant Esteban Ocon qui compte 40. Sebastian Vettel toujours 13ème avec 18 points devant Daniel Kvyat qui compte 14. Parmi les grands changements derrière, Hülkenberg avec 10 points, suivi de Giovinazzi et Raikkonen, rejoint Magnussen, Latifi et Rossadel. Et de côté des constructeurs, Mercedes fait un grand pas vers un nouveau titre, 435 points. Red Bull en compte 226, va assurer sa deuxième place. C'est très serré pour la troisième place, Racing Point avec 2 points d'avance sur McLaren et qui a également 4 points d'avance sur Renault. Ferrari souffle un peu avec 93 points contre 77 pour Alpha Tauri et aucune évolution pour Alfa Romeo, Haas et Williams. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Non, je ferai pas une petite revue de presse enfin parce que je l'ai dit exceptionnellement, j'enregistre avec du retard, donc la vidéo sera avec un peu de retard. Ça, je m'en excuse, mais bon. Que voulez-vous, ça peut arriver, hein. Donc, cette vidéo, elle se termine. Merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter et à partager vos avis sur ce Grand Prix de Portugal. Si vous voulez revoir le circuit de Portimao, si vous avez trouvé que les défenses de certains pilotes ont été excellentes, ce que vous pensez des records d'Hamilton et de Mercedes. De toute façon, on se retrouve dès la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne sur le circuit des Moulins. Ça va aller très très vite. Ah franchement, oui, depuis qu'ils ont viré la dernière chicane avant la ligne d'arrivée, ça va aller très vite. D'ailleurs, ça va vous faire plaisir de revoir ce circuit. Et surtout, ce qui sera vraiment très intéressant, c'est ce fameux week-end sur 2 jours qu'on a eu un petit aperçu en Allemagne, en Nürburgring. Donc, le week-end, on le commencera le samedi matin avec la seule séance d'essai d'1h30, la qualification le samedi et la course le dimanche, bien sûr. Ça sera à suivre. Le débriefing du Formula, bien sûr, sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. La cloche pour ne rater aucune vidéo. D'ailleurs, il y a des vidéos qui vont sortir bientôt. Il y a aussi le Twitter du débriefing du Formula à suivre. N'hésitez pas pour cette actualité, les courses et bien plus encore. D'ailleurs, je ne vais pas vous mentir, à l'avenir, on va parler un peu plus de sport mécanique. On va un petit peu élargir le cercle du débriefing. Vous verrez, je vous en parlerai bien bientôt. Et puis, rendez-vous pour le week-end prochain pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola. Merci à vous, bravo et à bientôt!